Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches. Pourquoi le féminisme? Nous les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur là? Non, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. Bim, c'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mao, comment ça va? Salut Pauline, ça va et toi? Ça va bien, merci. Ce soir, on vous propose une sélection de nos émissions passées, de rencontres avec des invités qui nous ont marqués. À chaque épisode, on est très reconnaissante envers celles qui acceptent de prendre une soirée pour répondre à nos questions. On a eu la chance d'entendre des chercheuses, des artistes, des autrices qui participent au combat féministe de 1000 manières. On avait envie ce soir de vous faire entendre quelques-unes de ces voix et bien sûr, on en profitera pour réécouter nos chroniqueuses préférées, Chloé et Émilie. En octobre, on s'était intéressé à l'avortement en se demandant où on en était dans le monde sur ce droit fragile des femmes à disposer de leur corps. Depuis, la France a inscrit officiellement le droit à l'IVG dans sa constitution. Réécoutons ce qu'en disaient à l'époque nos trois invités, Léa Bordier, autrice d'un très beau documentaire sur le sujet, Sandra Visavona, qui a signé un livre fort à partir de témoignages et de sa propre expérience, et la chercheuse Delphine Lacombe, qui nous a jointes depuis le Mexique. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Le droit à l'IVG, c'est un pilier des luttes féministes, c'est le droit à disposer de nos corps, le droit d'une femme à choisir si elle veut ou non mener une grossesse à son terme et donner naissance à un nouvel être humain. C'est pas anodin, décider aussi du quand et du comment, et c'est une question très politique, on y reviendra, le droit à l'avortement n'est pas si vieux en France, il est encore réclamé dans de nombreux pays, arraché de haute lutte et parfois remis en cause. On défile avec des cintres, on clame et on écrit des slogans, on demande des garanties constitutionnelles, mais ce sujet politique est aussi extrêmement intime. Et depuis le manifeste des 343 salopes, on en parle rarement à la première personne du singulier, au jeu. Pourquoi, à votre avis? Question à toutes les trois. Léa Bordier, vous avez choisi une approche particulièrement personnelle pour raconter l'avortement. Pourquoi ne pas en parler? C'est un peu tout le sujet de mon documentaire, le droit d'en parler. Dans ce documentaire, moi, je raconte mon histoire personnelle. C'est un peu le guide narratif du documentaire. Et donc, j'ai avorté quand j'avais 17 ans. Et c'est vrai que j'ai trouvé aucun espace pour en parler. Ça s'est plutôt bien passé, mais c'était, comme je le raconte, c'était fait, on n'en parlait plus. Et quelques années plus tard, je me suis dit, dis donc, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi même avec mes amis, j'ose pas en parler? Avec ma famille, j'ose pas en parler. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce documentaire et j'ai bien compris que je n'étais pas la seule et qu'il était très important de donner des espaces pour pouvoir le faire. Oui, Sandra Visavona, vous avez aussi choisi l'angle du témoignage pour raconter l'IVG. Oui, alors moi je suis partie de mon histoire personnelle et je suis partie du constat que moi j'ai vécu 2 avortements. Le premier quand j'avais 16 ans qui m'a profondément marquée et perturbée. Et le deuxième à un âge dont je ne me souviens même plus tellement ça m'a rien fait. Et moi j'étais très heurtée par le discours qu'on entend tout le temps de façon générale selon lequel l'avortement est toujours un drame pour les femmes. Et comme j'étais la preuve que ça pouvait être un drame ou pas, j'avais envie de rétablir la vérité et de laisser parler pour une fois celles qui l'avaient vécu au lieu de laisser parler les hommes politiques ou les femmes qui n'avaient jamais avorté. Delphine Lacombe? Oui, alors moi j'ai abordé les questions d'avortement depuis mon expérience en Amérique centrale, évidemment d'un point de vue personnel aussi, avec des amis, beaucoup parlé dans un pays, moi je suis française, donc dans un pays où l'avortement était autorisé, mais toujours encore tabou comme viennent de le dire nos collègues. Et puis j'ai, en tant que sociologue, essayé d'analyser finalement les conséquences des restrictions terribles de l'accès à l'avortement en Amérique centrale, en particulier au Nicaragua et au Salvador, où la criminalisation est totale. Et avec là des témoignages de membres de familles, de jeunes filles qui sont mortes à cause d'un défaut d'accès à l'avortement. Votre documentaire Léa Bordier et votre ouvrage Sandra Visavona
Si j'ai bien compris, en fait, votre position, c'est pas de lutter pour le droit de l'avortement, mais plutôt de lutter pour le droit à la parole sur un sujet qui est encore très tabou, encore, malheureusement. Sandra Vizzavona, vous l'écrivez à un moment, ma préoccupation, c'était pas le droit à l'avortement, mais le droit à la parole de celles qui l'ont expérimenté. Oui, mais parce que naïvement, je pensais qu'on pouvait s'en tenir au droit à la parole. Sauf qu'à partir du moment où on commence à aborder ce sujet-là, on se rend bien compte que si la parole est muselée, c'est parce qu'il y a toujours un problème sur la légitimité du droit. Donc je pensais très naïvement que j'allais simplement... et puis moi, je m'étais pas lancée là-dedans comme dans un acte militant. Et j'ai été forcée de le devenir bien malgré moi parce que vu ce que j'ai entendu, vu ce que j'ai constaté, on se rend compte que le droit à l'avortement est quand même extrêmement fragile et on le sait, nous qui en parlons là ce soir. Mais beaucoup de gens ne le savent pas, ne veulent pas le savoir, se désintéressent totalement du sujet. Et donc oui, je l'ai abordé par la parole, mais je suis revenue au droit et au militantisme. Vous êtes revenue dans l'absolu, vraiment à la racine du truc. Léa Bordier ? Moi, ce qui m'intéressait aussi, ce qu'on peut retrouver dans le documentaire, c'est de voir des femmes en parler entre elles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé comme des cercles de parole entourés de psychologues avec 5 à 6 femmes qui ne se connaissaient pas du tout, qui venaient de partout en France, que moi j'avais pu sélectionner grâce à mes réseaux sociaux et grâce à des histoires très complémentaires. Évidemment, chaque histoire est différente. Et de voir en fait... comme cette sororité qui pouvait s'émaner d'elles après tous ces échanges, d'une puissance quand même très forte, où elles étaient pour la plupart, elles n'en parlaient pas à des proches, et finalement avec ces inconnus, elles ont été tout de suite très à l'aise pour en parler. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Vous y répondez un peu, oui. Léa Bordier, l'une des choses qui ressort de votre film IVG, le droit d'en parler, c'est la culpabilité qu'ont éprouvée la plupart des femmes qui témoignent. En fait, j'avais l'impression qu'on attendait de moi que je sois triste quand même, parce que faudrait pas que ça soit trop simple, mais que ça dure quelques jours et pas plus. Et il y a un moment donné où j'avais l'impression que ma tristesse, elle était arrivée à date de péremption et que j'avais plus le droit d'être triste et il fallait que je passe à autre chose, quoi. Donc là où j'ai beaucoup culpabilisé, par contre, c'était d'avoir l'impression d'infliger à mes proches une dépression, parce que du coup, après mon IVG, j'ai fait une dépression. Donc j'étais vraiment à la limite de pouvoir avorter. Et donc, au planning familial, les soignantes m'ont vraiment expliqué que j'ai trop attendu, que c'est que maintenant que je me rends compte. Et en fait, on m'a fait vivre une culpabilité énorme. Personne m'a cru lorsque je dis que c'était un rapport protégé. Et encore aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que... j'en reviens même à douter si vraiment on a été vigilant, alors que c'est sûr que oui. Je suis sortie de là, j'étais dépitée. J'ai senti la honte alors que j'avais pas honte. Presque je me sentais sale en fait, alors qu'il n'y a rien de sale dans cette histoire, quoi. Depuis le début, je vous entends dire que vous étiez sous contraception pour la plupart d'entre vous. C'est mon cas aussi, mais en fait j'en ai marre de devoir... j'ai plus envie d'en parler, de dire « Ah oui, en fait, j'étais sous telle contraception, j'ai fait... » En fait, j'ai plus envie d'avoir à me justifier. Parce que je me rends compte que je le disais à certaines personnes pour expliquer, tu vois, j'ai bien fait tout ce qu'il fallait et j'ai quand même... Enfin, voilà. Sandra Vizzavona, est-ce que ça vous parle, ce que vous entendez ? Oui, moi je l'ai beaucoup entendu aussi dans tous les témoignages que j'ai reçus. Et puis effectivement, la culpabilité qui est provoquée parce qu'on est traité comme des irresponsables, comme des petites filles, qu'il ne faut tellement pas nous expliquer ce qui se passe, qu'on se retrouve là encore plus infantilisés. Et puis oui, on a vraiment l'impression qu'on emmerde tout le monde et qu'on aurait pu se débrouiller autrement. Hein. Une des jeunes femmes qu'on a entendues parle de contraception, de ce besoin de dire mais on s'est protégé pour se justifier. Or, les statistiques le disent déjà, hein, c'est connu, 70% des avortements sont dus à des échecs de contraception. Donc c'est bon, tout le monde est au courant, on n'a pas besoin de demander aux gens de se justifier. Malgré tout, Léa, vous avez constaté, avec tous les témoignages que vous avez entendus, que l'accueil des médecins, voire même du planning familial, peut être culpabilisateur. Oui, c'était important aussi de le montrer dans le documentaire parce que c'est quelque chose qui est revenu à de nombreuses reprises dans tous les échanges que j'ai pu avoir avec les femmes et notamment quand on est une jeune femme
Forcément, d'ailleurs, elles le disent dans le documentaire, on est un peu débile, on se protège pas, on réfléchit pas trop, on fait des grosses bêtises et on se fait un peu engueuler par le personnel soignant. C'est pas tout le temps le cas. Il y a du personnel soignant qui est très présent, qui est très bien et qui accompagne parfaitement les femmes, mais c'est vrai que ça dépend des structures qui peuvent accueillir et c'était important de le dire, sans pour autant les enfoncer, évidemment, puisqu'il y en a beaucoup qui font un travail formidable. On est en France, donc en 2023. En 2022, le nombre d'avortements pratiqués a atteint son plus haut niveau depuis 1990, selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. C'est donc une grosse hausse, mais il faut se souvenir qu'avec le Covid-19 et la pandémie, les chiffres avaient largement reculé. Est-ce que là c'est une question, je m'adresse à toutes les trois, est-ce que vous pensez qu'il existe un discours ambiant qui, tout en voulant constitutionnaliser le droit à l'avortement, dit quand même aux femmes qu'elles sont pas très très malignes de s'être retrouvées dans cette situation? Comment vous expliquez cette complète contradiction entre le discours constitutionnel et ce qui se passe en fait concrètement quand les femmes se font avorter? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui persiste, c'est la différenciation entre le rôle des hommes et le rôle des femmes dans la sexualité et ses potentialités reproductrices, reproductives. Et ce qui me semble être toujours très présent, c'est le fait que les hommes avortent eux aussi, comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Maria Lopez Vigil en Amérique centrale. Les hommes, eux, avortent aussi, mais ils ne sont nullement tenus responsables des grossesses qu'ils peuvent provoquer. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on oublie parfois, c'est que certains avortements, je n'ai pas les proportions en tête, des études ont été faites là-dessus, mais certains avortements sont aussi provoqués par des formes de violence masculine dans le couple ou dans les relations précaires. Voilà. Oui, d'ailleurs, Léa, dans le documentaire, il y a une jeune femme qui témoigne, qui dit il me semble que son copain était là au moment de la procédure, et lui, on lui dit rien, il est quand même aussi concerné, et c'est potentiellement lui aussi qui ne s'est pas protégé, etc., mais c'est pas son corps, donc c'est pas lui le problème. Oui, qui était présent avec les médecins, et on s'adressait qu'à elle, ouais. Il y a aussi des cas ressemblants dans votre ouvrage Sandra Vizavona où c'est exactement le même cas, où des hommes sont présents et là comme ça on n'a pas l'impression que ça les touche tout de suite dans l'immédiat, mais en fait parfois ils culpabilisent vis-à-vis de la femme, mais ils l'expriment pas, c'est comme si ça les touchait pas dans l'immédiat et voilà. Et puis il y a aussi le cas des femmes qui avortent parce que leur conjoint ne veut pas. Tout à fait. Alors qu'elles auraient un grand désir de garder l'enfant, mais elles ne le font pas parce que c'est une décision de couple. Ça, on n'en parle pas beaucoup non plus. Effectivement, et c'est un cas à part entière. Léa Bordier, après avoir réalisé ce documentaire, qu'est-ce que vous pensez qu'il faille encore changer dans notre rapport à l'IVG en tant que société en France? Vaste question. Encore des vastes questions aujourd'hui. Je pense qu'il faut entendre les femmes, quoi. C'est ça, c'est pour ça que j'ai fait ce documentaire. Il faut écouter les femmes. Il faut les accompagner. Je pense qu'un suivi psychologique après un avortement peut être nécessaire pour certaines. Au moins proposer, ce serait bien. Quitte à pouvoir rappeler quelques semaines après des structures qui peuvent accompagner ces femmes-là. Ce serait quand même quelque chose d'important, je trouve. Un accompagnement psychologique qui n'est pas peut-être encore assez répandu, peut-être pas obligé. Qui serait très utile, Sandra, Vizavona, même question. Pour certaines femmes. Je pense qu'il faut qu'on entende, et puis je pense aussi qu'il faut que, pour les femmes comme moi qui l'ont vécu sans en souffrir, je pense qu'il faut qu'on se force à en parler un petit peu plus. Parce qu'on se prête aussi, nous aussi, beaucoup au jeu du silence, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur de gêner, parce qu'on est intimidé. Et je pense que quitte à gêner, quitte à créer un blanc dans un dîner de famille, il faut être capable de le dire quand on peut. Il y en a pour lesquels c'est trop douloureux. Il ne s'agit pas de faire violence aux femmes qui n'y arrivent pas. Mais je pense qu'en fait, il y a un besoin, à mon avis, de banaliser, pas l'acte, parce qu'il n'est pas forcément banal pour tout le monde, même s'il l'est pour certaines. Mais je pense qu'il faut banaliser le discours et la parole sur l'avortement. Et ça passera que par le fait que les femmes qui le vivent bien l'imposent, quitte à gêner ceux qui ne veulent pas entendre. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris ce soir, c'est Best Of avec des invités que nous avons aimé entendre dans On se lève et on se casse. Et cette émission, c'est aussi des chroniqueuses, des super chroniqueuses, Chloé et Émilie. À chaque épisode, Chloé nous raconte un mythe antique et l'analyse au prisme du féminisme. On réécoute sa première chronique. Quel est le point commun d'après vous entre Oedipe, donc qui a tué son père et épousé sa mère,
sans le savoir. Paris, le prince qui a enlevé Hélène et déclenché la guerre de Troie. Et Atalante, donc une femme qui a été élevée par la déesse Artémis et qui a fait partie de l'expédition des Argonautes pour récupérer la toison d'or. Petit quiz. C'est très spécifique, on n'est pas prêts. Les 3, en fait, ont été abandonnés à la naissance, tout simplement. Et en fait, dans de nombreux mythes, on trouve des enfants qui sont comme ça abandonnés par leurs parents dans la nature et qui ensuite ont une vie, un destin extraordinaire. Et donc, en fait, tous ces mythes, ils évoquent un fait historique qui est très précis et qui est l'exposition des enfants, c'est-à-dire ces enfants qu'on abandonne à la naissance. Donc en fait, en Grèce antique, quand un enfant naît, c'est à son père qui revient ou non de l'intégrer dans la communauté.